Alors, nous accueillons d'une part Jean Pouly, donc d'Econum, et donc Stéphane Gastaud, qui va pour un retour d'expérience sur la mise en œuvre d'un Learning Lab très récent, tout jeune, mais qui fonctionne, mais qui roule. Ça sera avec plaisir qu'on va échanger avec lui. Donc, c'est lui qui nous vient de Nice. Jean, ça y est, tu as trouvé où est le Niçois. Il nous amène un petit rayon de soleil. On le voit, ça arrive sur son flanc droit. Là, on voit qu'il a l'herbe. Il y a du soleil qui rentre dans dans sa fenêtre. Pour échanger, comprendre derrière ce terme des Learning Labs, et on va compter sur, je vais laisser la main immédiatement à Jean qui va nous dresser un petit peu ce tableau parce que on entend beaucoup de choses et on a cru comprendre qu'il y avait pas mal de réalités différentes derrière ces fameux Learning Labs justement. Je te laisse la parole, Jean, et n'oubliez pas, dans le chat, je surveille et je relais vos questions le cas échéant. Merci Jean-Luc, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler des Learning Labs, des nouveaux espaces d'apprentissage, dont les Learning Labs d'ailleurs ne sont qu'un exemple, puisqu'il y a tout un tas une grande diversité, comme le disait Jean-Luc, d'initiatives, d'expériences, dans différents lieux d'ailleurs. Et je voulais peut-être déjà me présenter, alors je vais partager aussi mon écran. Parce que j'ai préparé une présentation et vous dire un petit peu d'où je vous parle de ces Learning Labs. Alors, est-ce que vous voyez un écran ou trois? Je ne sais pas. Un écran. Un écran. Voilà, j'ai mis quelques belles photos inspirantes. Et oui, pour me présenter simplement, vous dire que je dirige un cabinet de conseil je travaille très souvent avec Stratis. Mais j'ai été entre 2013 et 2017 responsable d'un lab au sein de Télécom Saint-Etienne, qui s'appelle IRAM Lab, où j'ai pu expérimenter tout un tas de choses. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait un Learning Lab à l'école centrale de Lyon. Je connaissais bien son directeur, on s'est retrouvés, puis on s'est dit qu'il y avait plein de lieux qui devaient faire comme nous, et on a monté le réseau des Learning Labs, voilà, qui existe toujours. Et de ce réseau, on a même lancé un marathon créatif qui s'appelait Lumix. Vous voyez, expérimenter des nouvelles façons d'apprendre a donné plein de fruits. Et voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir un directeur qui m'avait appelé avec une espèce de carte blanche, de tester plein de choses. Et c'est comme ça que j'ai pu apprendre ce qu'on pouvait faire dans ce genre de lieu, le théoriser un petit peu, et c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Dans une première partie, vous donner un petit peu les enjeux de la transformation des lieux d'apprentissage, et puis une deuxième partie où je reviendrai sur l'expérience du réseau des Learning Labs et ce qu'il peut apporter. Et puis, je laisserai ensuite la parole à Stéphane, qui lui vous parlera de son propre lab. Donc voilà. Juste pour démarrer mon intervention, j'aime bien reprendre un triptyque que j'utilise souvent pour expliquer un peu la transformation en cours, les 3 B en anglais, Bricks, Bits and Behavior. En fait, les 3 dimensions de la transformation, elles sont à la fois spatiales, digitales et comportementales. On vit dans des lieux, ces lieux se transforment, notamment impactés par les technologies, les bases de données, les logiciels, les plateformes, tout ce que vous voulez, enfin voilà, toute cette révolution numérique. Et puis, bien sûr, nos comportements qui évoluent, c'est-à-dire, par exemple, les pédagogies qui changent, l'hybridation, les pédagogies actives, les pédagogies inversées, etc. Aujourd'hui, on va parler du spatial. On va parler de ces lieux dans lesquels on évolue et qui ont une importance très importante parce que c'est bien souvent, et moi, c'est mon expérience, le changement de ces lieux aussi qui parfois engendre les autres changements. Voilà. Les 3 sont indissociables, mais souvent, le changement du lieu, il y a une importance forte. Et la question qu'on va se poser, c'est que ces lieux d'apprentissage, ils sont impactés par cette révolution numérique, parce que quand on peut se former à distance, et on l'a vu dans les mois qui nous ont précédés, notamment pendant ces 2 années de crise sanitaire, on peut se poser la question à quoi sert une salle de cours aujourd'hui? Et oui, si on peut très bien se former chez soi ou d'un autre endroit, quel est l'intérêt d'aller dans une salle de cours, d'aller dans un lieu de formation? On peut aussi se poser cette question parce que les déplacements coûtent cher, les logements dans les centres-villes, en tout cas dans les grandes métropoles, coûtent de plus en plus cher. On peut penser aux étudiants.
qui doivent se déplacer, mais aussi aux formateurs qui doivent se déplacer pour former. Et donc, cette question, qui peut-être avant en était moins une, en est une aujourd'hui. Et donc, on doit se poser la question des impacts de cette crise sur nos lieux de formation, parce qu'elle a été quand même plus ou moins bien vécue. Voilà, je vous partage ces petits florilèges d'étudiants qui, eux, ont beaucoup souffert, cloîtrés chez eux, parfois dans des logements petits, et qui en avaient ras-le-bol du distanciel. Alors, il faut faire la part des choses. Souvent, on a accusé un peu le numérique de tous les maux. Mais en tout cas, il y a beaucoup de lieux de formation. On s'en est rendu compte après cette crise, même si elle n'est peut-être pas totalement finie. On va dire, quand on est revenu dans les lieux, que les lieux avaient une importance très importante. Voilà, étaient vraiment importants dans la formation. Et donc, moi, ce que je me suis dit, c'est que cette crise, c'était peut-être un moment finalement idéal pour repenser enfin nos lieux de formation. Se dire, mais en fait, pourquoi on vient se former dans ces lieux? Qu'est-ce qu'on y fait de particulier? Quelle est la qualité de ces lieux? Quelles sont ses fonctionnalités essentielles? Qu'est-ce qui en fait sa richesse? Et comment se recentrer là-dessus? Parce que maintenant, il y a effectivement une concurrence avec d'autres lieux de formation, puisqu'on peut se former à distance, des lieux centraux de formation. Et on peut se poser la question de qu'est-ce qui est fragile et robuste à distance. Voilà, ce qu'on pourrait appeler de télé-robuste ou télé-fragile, c'est-à-dire ce qui est robuste à distance, notamment des tâches répétitives, un travail individuel de concentration, des projets qui préexistent, des liens qui préexistent. Et puis, on le voit, voilà, le travail collectif, le travail de réflexion, de création, de créativité, l'évolution au sein d'un groupe, des nouveaux liens sociaux, et bien ça, c'est beaucoup plus fragile. Donc après, moi, je ne peux pas faire à votre place ce travail de réflexion, mais si vous l'appliquez à des situations particulières de formation, et ben vous allez voir qu'il y a des choses qui se font plus facilement à distance et d'autres moins. Et il faut faire ce travail de qualification, finalement, de ce qui est robuste et fragile à distance. Et c'est pas simple. On aime bien aussi dire que voilà, ce qui est robuste, c'est le travail d'exploitation, et ce qui est beaucoup plus fragile, c'est l'exploration. Et puis, avec cette fragilité et cette robustesse, on a aussi différents types d'hybridation à construire dans ces lieux. Et cette hybridation, elles sont plurielles. Il y a bien sûr la présence et la distance qui sautent aux yeux, celle quand on parle d'hybridation, on pense d'abord à ça, mais il y a aussi les activités qui sont synchrones ou asynchrones. Vous voyez, aujourd'hui, on est à distance, mais on est synchrone. On est tous au même moment, au même endroit virtuel, j'allais dire, mais il pourrait y avoir des tâches asynchrones, c'est-à-dire qui ne sont pas les mêmes dans le même temps. Et puis, il y a également une hybridation entre ce qu'on va appeler des grandes catégories, qui sont le transmissif, comme aujourd'hui, et puis le collaboratif, où ce sera un format beaucoup plus participatif, même si tout à l'heure, vous pourrez poser des questions. Et vous voyez bien que ces hybridations, elles se jouent aussi dans l'espace. Voilà. Donc, il va falloir reconfigurer les lieux en fonction de ces nouvelles hybridations à construire, et c'est peut-être un vrai travail à faire collectivement, des nouvelles questions à se poser pour construire les espaces. On est confronté également à la difficulté d'organiser ce qu'on appelle une comodalité de qualité. On a expérimenté le fait d'avoir des gens qui étaient en présentiel et des gens qui étaient à distance de manière synchrone en même temps, et on s'est rendu compte que ce n'était pas évident, notamment parce qu'il faut ce qu'on appelle une situation immersive, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression à distance d'être en présence, et ça a un coût important. Il faut des équipements de téléprésence de haute qualité, il faut une très bonne connexion, il faut un très bon micro, il faut bien l'organiser. On a vu que ce n'était pas si simple et que parfois, il valait mieux, comme aujourd'hui, tous être à distance que de faire des mix qui parfois ne sont pas évidents, surtout pour ceux qui ne sont pas là. Voilà. Et ça, c'est normal parce que quand on est dans ce dispositif justement communal, et ben, ceux qui sont en présence ont, j'allais dire, ont beaucoup plus d'interactions que les autres peuvent un petit peu rater. Voilà. Et donc, il faut réorganiser en fait les différentes situations d'apprentissage, et il y en a plusieurs, je vous en montre quelques exemples. Par exemple, les cours magistraux, les travaux dirigés, travail d'exploration, tutorat, de l'évaluation, un exposé, que sais-je. Et en fait, quand vous réfléchissez à la grille téléfragile, télérobuste, vous vous rendez compte que ce n'est pas si simple que ça. On pourrait dire qu'après tout, le cours magistral se fait en présentiel. Oui, mais il peut se faire aussi à distance, très bien.
On pourrait dire, ben non, mais alors là, les travaux dirigés, c'est sûr, il faut être en présentiel. On peut aussi faire des travaux dirigés à distance s'ils sont bien organisés, etc., etc. Bien sûr, il va falloir repenser l'ingénierie pour voir comment on va exploiter, j'allais dire, le meilleur d'une situation avec le meilleur de l'autre situation et comment on va articuler tous ces moments pour en tirer le meilleur profit. Voilà. Et tout ça nous pose la question des qualités qu'on aimerait donner aux lieux aujourd'hui. Quelle qualité on aimerait donner à ces lieux? Par exemple, la modularité, le fait de pouvoir changer facilement des espaces de fonction. Voilà. Par exemple, d'avoir des grands espaces, d'avoir des espaces confortables au niveau spatial, voilà. Au niveau aussi de ses équipements, au niveau de sa connexion, de son esthétique. Ce sont des qualificatifs qui reprennent de la valeur à l'heure justement de cette concurrence avec la formation à distance. On peut se poser la question, comme je disais tout à l'heure, de l'impact des lieux sur la pédagogie. En introduction, je vous parlais des 3B et je vous disais l'importance forte des lieux. Alors, qui est le premier, la poule et l'œuf ou la pédagogie ou le lieu? Ben, dans le triptyque qu'on voit, on voit bien qu'il y a une interaction entre l'espace, la pédagogie et la technologie. Hein. Mais on peut, avec l'expérience, se rendre compte que le lieu a une importance forte. Par exemple, je prends l'exemple de la salle de classe qui était configurée sur une pédagogie magistrale. Eh ben, on a toujours eu quasiment une salle de classe assez classique avec les élèves, une petite estrade, le prof au-dessus. Et donc, vous voyez, le lieu induisait la pédagogie. On voit aujourd'hui que de plus en plus, on est sorti du tout magistral, qu'on est rentré dans une ère horizontale, d'ailleurs, qui correspond à l'ère des réseaux, et que les salles de classe sont impactées, vous voyez, dans leur forme, dans leur configuration, que le savoir ne vient plus que de l'enseignant, il peut être distribué, il y a un apprentissage de pair à pair, l'apprentissage vient aussi des écrans, d'Internet. Donc on voit finalement que ça a un impact sur l'organisation même de la classe. On peut aussi se poser la question, moi ce que j'appelle la règle de l'étalon domicile. Quand on apprend quand on teste la formation à distance, eh ben, le domicile, c'est pour beaucoup un lieu assez confortable où on a ses repères et que par ailleurs, et ça c'est plus conjoncturel, mais on n'a pas toujours des lieux de formation qui sont au niveau. Il y a pas mal notamment de facultés qui sont en obsolescence avancée, qui n'ont pas tout le confort, notamment pour accueillir beaucoup de monde. Voilà, où il peut faire froid, où on peut se retrouver voilà, en difficulté. Et du coup, repenser aussi la qualité du lieu, en faire des lieux confortables, esthétiques, ergonomiques, ça devient aussi un enjeu. Et les nouveaux campus qui sortent de terre, je pense à l'EM Lyon qui va être construit à Gerland, là, parce que moi je suis à côté de Lyon, mais et à d'autres campus qui sont construits aujourd'hui, mettent vraiment une importance sur ces qualités esthétiques, ergonomiques, de circulation, aussi de service, pour que ça devienne vraiment des lieux de vie très attractifs. Voilà, pour attirer et retenir élèves, étudiants, apprentis, mais aussi entreprises, formateurs, enseignants. Alors, une autre qualité de ces lieux qui peut paraître un peu paradoxale avec l'époque, c'est que ce soit aussi des lieux de reconnexion, c'est-à-dire, bien sûr, des lieux connectés, mais peut-être aussi des lieux où, comme on va se retrouver physiquement, eh ben, d'avoir une forte concentration, un besoin d'hyperattention, de qualité relationnelle avec les autres, et que du coup, ça peut être un peu des sanctuaires aussi où on se déconnecte un petit peu. Où bien sûr, on peut être connecté, mais qui peut-être, face à cette vie hyper connectée, pourrait être des lieux un peu de super concentration, de lien avec les autres. On met un petit peu les portables de côté et on fait vraiment attention à la qualité relationnelle. Se dire aussi que ce contexte sanitaire qu'on a connu, bah, peut-être il va malheureusement perdurer et que ce qu'on a connu avec les règles voilà, de jauge, etc., bah, c'est peut-être des choses à intégrer avec la notion de smart building, c'est-à-dire comment on peut garder une flexibilité dans la gestion des espaces de travail, voire avoir du numérique qui nous permet ce qu'on appelle une gestion dynamique des espaces de travail, savoir qui est là, combien il y a de personnes, pouvoir gérer grâce au numérique les jauges et les capacités des lieux pour avoir, j'allais dire, une meilleure flexibilité des lieux de formation.
on peut se poser finalement en 2022, mais quel lieu au pluriel de formation on pourrait avoir? Quelles sont les fonctionnalités de ces lieux? Alors, je prends quelques exemples comme la salle de co-design où on vient justement faire de la créativité, vous voyez, une, une activité justement téléfragile ou faire de la créativité ensemble dans une salle de co-design avec des équipements appropriés. Cette question de Fab Lab aussi où on vient manipuler des matières, on vient manipuler des outils, un simulateur, un studio d'enregistrement, un coworking où on prend plaisir à être plusieurs ensemble. Voilà des fonctionnalités pour les lieux de formation de 2022 qui existent déjà, mais voilà, qui de plus en plus se généralisent. Quand on visite des lieux de formation, maintenant, on retrouve un petit peu ces fonctionnalités et on voit bien que ces fonctionnalités collent justement à la nécessité d'être ensemble physiquement au même endroit. Mais vous voyez, ce n'est pas antinomique avec les équipements numériques qui vont être nécessaires. Alors, la réalité virtuelle, et je crois que Stéphane nous en parlera tout à l'heure dans son lab, puisque maintenant, c'est quand même quelque chose qui est en train de montrer un peu tout son potentiel éducatif. Donc, comment on teste ça, comment on utilise la réalité augmentée dans la formation, les tables tactiles, différents tablettes, des drones, des tableaux, des différents équipements numériques, des équipements de téléprésence de haute qualité. Au-delà des gadgets, à quoi ça sert? De quoi on a besoin comme équipement numérique? Et quelque part, je le dis aussi, d'équipements non numériques, puisque ce n'est pas une idéologie, le numérique, c'est vraiment des outils à notre service. En tout cas, on se rend compte que dans ces Learning Labs, on retrouve ce genre d'équipement, et ce n'est pas par hasard. On est aussi, et là je reviens sur la notion de téléfragile, je parlais tout à l'heure des Fab Labs, dans l'âge du faire, entre guillemets, et des makers. Donc ces lieux d'apprentissage, ces labs, c'est aussi des lieux où on vient bricoler, on vient tripatouiller avec ses mains des choses. C'est des lieux où justement, quand on fait du co-design, de la co-construction, que ça soit avec du carton, du bois ou d'autres matériaux, on vient construire ensemble des choses. On se retrouve sur des grandes tables et on a voilà, aussi des lieux qui ne sont pas que des lieux de connectivité où on a des écrans, mais des lieux où on vient fabriquer ensemble. Et puis, pour notamment, je pense à tous les centres de formation à l'apprentissage, mais pas seulement, l'importance des plateaux techniques, puisque dans ces lieux de formation, là, on n'a pas trop le choix, même si on a de la réalité virtuelle de plus en plus, eh ben, on a des plateaux techniques qui ont une grande importance, avec du matériel, voilà, et c'est ça qui fait leur originalité. Alors, avant de vous parler des Learning Labs, je vous montre quelques aménagements en photo. Vous voyez, à chaque fois, ça illustre un petit peu ce que je vous disais sur le confort, sur l'ergonomie, sur l'attractivité, la lumière, le fait d'avoir des espaces un peu cosy où on peut se retrouver, l'intégration d'équipements numériques, où on puisse faire de la visio, où on puisse voilà, utiliser des outils virtuels ensemble, des endroits où on peut co-construire, où on peut faire de l'idéation. Voilà, toutes ces tâches téléfragiles qu'on va devoir faire dans ces labs. Alors Jean, j'ai une question avant que tu enchaînes là, spécifiquement sur les Learning Labs. Là, on va dire que ça ne nous fait pas tous rêver parce qu'il y en a peut-être qui ont déjà ces super lieux que tu viens de nous montrer. Mais est-ce que, ma question c'est, est-ce que le préalable à pouvoir effectivement imaginer un Learning Lab ou un nouvel espace d'apprentissage, c'est d'être en capacité de revoir l'architecture, voire de partir du terrain vague et de monter son super bâtiment ergonomique, comme tu disais, dans Smart Building, comme tu nous montrais tout à l'heure, ou est-ce que, comme c'est quand même le cas pour la grande majorité des organismes de formation, on est quand même contraint dans nos quatre murs et faire avec ce qu'on a? Ben, j'ai une bonne nouvelle, on peut faire les deux. Voilà, c'est pas tout le monde. Non, non. Bien sûr, j'ai parlé des projets qui sortent de terre. Je parlais de l'EM Lyon parce que voilà, c'est un projet emblématique auquel j'ai participé. Donc, je vous en parle parce que quand vous avez une feuille blanche, c'est toujours plus. Enfin, on imagine qu'on peut plus se rêver, puis en fait, après, il y a des contraintes qui arrivent très vite. Hein. Mais en fait, le réaménagement, comme tu le dis, Jean-Luc, c'est évidemment la majorité des cas et c'est évidemment possible. Et peut-être que je pense que Stéphane nous dira aussi comment il a fait. Moi, le lab d'IRAM, c'est pareil. Hein, on était dans un lieu préexistant. On a même fait une V2 dans un autre lieu où on a travaillé avec l'architecte parce qu'il y avait quand même quelques aménagements de cloison à faire. On peut faire
sans réaménagement du dur. On peut faire avec le dur, on peut faire from scratch, hein, de la page blanche. Tous les cas de figure sont possibles. Ce qui est important, et j'en parlerai tout à l'heure, c'est comment déjà on prend conscience de ces enjeux, comment on en discute aussi avec sa gouvernance, comment on associe des compétences qui peuvent être d'archi ou autres, pour réaménager en fonction des usages. Parce que ce qui est le principal, et je vous parlerai juste après des erreurs à ne pas commettre, c'est de raisonner matériel en premier. Voilà. Et donc, il faut réfléchir sur les usages, et après, tout est possible, même dans des lieux préexistants. Et c'est ça qui est motivant. Je ne sais pas si j'ai répondu Tout à fait. à cette question. Alors, à quoi sert un Learning Lab et qu'est-ce que c'est? Ou qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Alors, le réseau des Learning Labs, quand on l'a monté je ne sais plus en quelle année c'était, je crois que c'était en 2011, il y a eu les premiers, 2013, on s'est regroupé. C'est un espace physique, voilà, d'apprentissage. Donc, c'est un lieu où on se retrouve, où on va expérimenter et faire de l'innovation pédagogique. Voilà, on teste des choses, on crée, on imagine, on essaye de le formaliser, de mettre des mots sur ce qu'on est en train de faire. On peut décrire des process, on peut documenter, on peut même faire de la recherche pour ceux qui ont des chercheurs en éducation. Voilà. On échange avec d'autres, avec des pairs, avec d'autres labs. Et puis, on essaye de mettre à l'échelle. Et ça, c'est important parce que le risque, je vous le dis, parce que je l'ai vécu, c'est d'avoir une institution qui vous dit allez, faites de l'expérimentation et tout, et puis qui s'en contente en disant ben, nous, on a un joli learning lab là, dans notre université qui le fait visiter à tout le monde. Donc, nous, on était devenu un vrai lieu de visite, mais qui n'a pas l'ambition ou les moyens de le mettre à l'échelle sur l'ensemble de l'université. Alors, bien sûr, après, ça prend du temps, il faut des moyens. Mais voilà, il faut aussi penser à la mise à l'échelle. Comment ce que vous expérimentez, ça peut servir plus largement au-delà du lab. Et ça, c'est important. Alors, nous, on s'est mis en réseau. Aujourd'hui, il y a près d'une centaine de labs qui se sont reliés. Donc, cette frise date un peu parce que c'est marqué 2019. En gros, ce réseau décerne des badges. Donc, l'idée, c'est des badges qui sont sur l'usage, la contribution au réseau, la contribution à la recherche, les différents équipements. Et en fonction de ce que vous faites, vous avez différents badges. Voilà. Je pourrais vous en dire plus si ça vous intéresse de rejoindre le réseau des Learning Labs. Ce réseau propose des services. Il y a une base de données, notamment sur le matériel. C'est-à-dire tous les labs mutualisent les recherches, les achats qu'ils font en disant bah voilà, là, les tables tactiles comme ça, c'est pas génial, les murs écritoires, là, c'est le bon plan chez tel fabricant, là, la moquette qui absorbe le son, c'est pas mal, là, j'ai testé ça, ça marche bien, etc. Donc, c'est quand même intéressant. Ils ont un réseau social sur Waller privé où ils échangent pas mal de choses. Et puis, ils font pas mal de rencontres et ils éditent des livres blancs, des documents d'ailleurs, et j'aurai le plaisir de vous en partager deux. Alors, soit dans le chat si je peux, soit par mail, deux publications qu'ils ont faites qui sont très riches et qui sont en fait issues d'un travail collaboratif de tous les membres de ces Learning Labs répartis en France. Avant de laisser la parole à Stéphane, je voulais vous donner quelques petites erreurs à ne pas commettre que vous retrouverez dans ces cahiers, hein, ces deux éditions que je voudrais vous partager. Ce que je vous disais, raisonner qu'à partir du matériel. Ça, c'est vraiment, il faut faire attention à ça. Parce que sinon, c'est le syndrome des petites chaises oranges et vertes et des poufs qu'on met dans une salle et on se dit, c'est bon, on a fait de l'innovation. Vous imaginez bien que ça ne suffit pas. Donc, il faut raisonner à partir des usages. Il faut évidemment choisir le matériel en fonction des besoins qu'on a et pas, je ne sais pas quel fantasme d'innovation par le matériel. Voilà, à quoi ça sert, parce que ça coûte cher, il faut le savoir. Donc, pas acheter n'importe quoi. Il faut vraiment prendre en compte les utilisateurs et pourquoi pas, dans la co-construction, dans le co-design, associer formateurs-élèves, c'est-à-dire vraiment consulter largement ceux qui vont utiliser vos lieux pour concevoir ces lieux. Il ne faut absolument pas négliger les fondamentaux, c'est-à-dire, bah, c'est basique, hein, l'acoustique, le son, vous voyez, la lumière, c'est trop sombre, c'est pas terrible. Si c'est trop lumineux, on ne voit pas les écrans. Le chauffage, voilà, il ne faut pas se cailler l'hiver et il ne faut pas avoir trop chaud l'été. Donc voilà, tout ce qui est flux, les circulations, comment, si vous voulez de la modularité avec des cloisons qui se bougent, etc., bah, c'est intéressant, mais il faut prévoir quand même
pas mal de choses avec ça. Et puis après, vous avez aussi évidemment des contraintes de sécurité, d'accueil de public, parce que vous aurez cette commission qui va passer, les pompiers, etc. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais les fondamentaux, vraiment, il ne faut pas les oublier, parce qu'après, on le regrette. Il faut faire attention aux oppositions et aux freins que vous allez rencontrer. Il faut en tenir compte. Il ne faut pas vouloir foncer tête baissée. Vous allez avoir des gens qui sont conservateurs, qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont vous dire non, on ne peut pas faire ça, mais là c'était un couloir, c'est un couloir, on ne peut pas enseigner dedans, ah bon, etc. etc. On a des préconçus, on a une culture, et il faut en tenir compte. Il vaut mieux en tenir compte que avoir des gens qui vont ensuite vous embêter pendant des années, donc il vaut mieux écouter. C'est très important quand vous allez ouvrir votre lab de former à son utilisation. Voilà. C'est-à-dire, il y a des règles. Il ne faut pas le salir, il faut éteindre certains trucs, il ne faut pas utiliser le matériel n'importe comment, il y a peut-être une jauge à respecter, etc. Donc, on peut aussi simplement donner des consignes et former à l'utilisation du lab. Ce n'est pas un outil comme ça, forcément très simple. Il faut donner des règles. Autre chose, je vous parlais des 3 B tout à l'heure, notamment du B de behavior. Bien souvent, il faut adapter sa pédagogie au lab. Si vous changez le lab, le lab va vous permettre de faire plein de choses, mais que vous continuez à faire exactement comme avant, vous n'aurez pas gagné grand-chose. L'idée, c'est que peut-être vous testiez une pédagogie où vous allez travailler beaucoup plus en petits groupes, où vous allez alterner différents formats pendant une demi-journée, vous allez passer de la plénière au petit groupe, d'utiliser des écrans, puis ensuite des tables avec des matériaux. L'idée, c'est de pleinement profiter des équipements du lab, en fait, et donc d'adapter votre pédagogie au lab. Voilà. Donc, les règles, j'en ai parlé. Et puis, oui, petit détail qui tue, oui, la propreté. Parfois, c'est des lieux qui sont très confortables. Parfois même, il y a de la moquette, tout ça. Mais si c'est dégoûtant, on n'a plus envie d'y aller. Si c'est dégradé, cette qualité esthétique qu'on donne au lieu, à un moment donné, il faut la respecter. Et vous voyez, ça peut vous paraître des petits détails, mais en fait, sur l'utilisation et le long terme, c'est important. Voilà, je vous partage plutôt les erreurs, mais parce que ça peut aussi inspirer quand on veut s'y mettre. Mais dans les ressources que je vous enverrai, il y a beaucoup plus de choses. Et puis, voilà, l'objectif d'un webinaire, on ne peut pas tout dire, mais c'était vous donner un petit peu les grands principes de ce reformatage des lieux qui me semble vraiment important aujourd'hui avec ce qu'on a vécu. Et qu'en fait, il faut toujours garder une petite carte blanche, c'est-à-dire se garder le droit d'innover, de tester des choses. Que si ça s'appelle lab, c'est aussi des lieux d'expérimentation. On peut se planter, on peut faire des erreurs, c'est un peu le principe. Mais c'est aussi comme ça qu'on découvre des choses. Et comme je suis très bavard, je vais m'arrêter. Et puis, alors, je ne sais pas s'il y a déjà des questions ou si on passe à l'intervention de Stéphane, mais voilà. Il y avait peut-être des questions. Il y avait une remarque de Jean tout à l'heure. Alors peut-être qu'il voudra compléter si je traduis mal sa remarque. Qui était sur la question de l'alignement pédagogique. On parle effectivement beaucoup d'alignement pédagogique. Est-ce que le lieu d'apprentissage, en l'occurrence, si c'était ça ta remarque, Jean, est-ce que le lieu d'apprentissage doit être en cohérence et participer à cet alignement pédagogique? Est-ce que je me permets de poser la question à Jean, savoir si j'ai bien traduit sa remarque. Donc c'est Jean qui répond à Jean alors. Exactement. Alors, déjà, si j'ai posé la bonne question, voilà. Oui, c'est exactement ça, hein, c'est un souci de cohérence, hein. Comment le Learning Labs prend sa place entre l'œuf et la poule, hein. Est-ce que c'est le Learning Labs qui fait changer la pédagogie ou est-ce que c'est la pédagogie qui change grâce au Learning Labs? Et la question de la cohérence au profit des apprenants. Et en fait, Jean, je vais vous dire, l'idéal, ça serait que les deux soient alignés comme ça. Mais dans la réalité, souvent, ce qui se passe, c'est pour ça que c'est intéressant de changer les lieux, c'est que parfois, de changer les lieux, ça aide les enseignants à changer leur pédagogie. Vous voyez? C'est-à-dire que le lieu, souvent, il est un peu performatif, quoi. Moi, j'ai vu dans ce lab des gens qui venaient s'inspirer. On leur montrait un peu comment on faisait. Et une fois qu'ils étaient dedans, je ne veux pas dire que c'était la magie du lieu, mais il y avait quelque chose qui se passait. Et du coup, ils étaient peut-être un peu plus prêts à changer leur pédagogie. Ce n'est pas de la magie, mais je pense, et c'était ce que je voulais vous dire au départ, d'où l'importance de changer les lieux, c'est que le lieu a un impact fort sur l'être humain. Il y a même une science qui s'appelle la proxémie qui explique ça.
Voilà, on est impacté par le lieu dans lequel on vit. Et du coup, changer le lieu, ça a des incidences. Maintenant, si quelqu'un veut absolument pas changer sa pédagogie, il fera du copier-coller dans le Learning Lab. Je ne vais pas vous raconter l'histoire. Mais voilà, c'est un bon moyen d'initier des changements. Et l'idéal, quand on anime un lieu comme ça, c'est de faire les aménagements nécessaires et aussi de parler des nouvelles pédagogies, des pédagogies actives et comment les jouer dans ce lieu-là. Et documenter ça. Alors moi, j'avais une question, genre, avant que Stéphane nous explique comment il a mis ça en place avec ses collègues à Nice, c'est que on a le sentiment, parce que ça s'appelle Lab, que ça n'aurait qu'une vocation expérimentale. Est-ce qu'un Learning Lab peut à la fois avoir un caractère expérimental, de dire je viens tester des choses, je viens tester des nouvelles configurations, des nouvelles pédagogies, de nouvelles activités? Est-ce que ça peut devenir un lieu de formation récurrent, au-delà du caractère expérimental et laboratoire? Moi, dans mon vécu, sur le Learning Lab que j'ai conçu et animé, c'était les deux. Je pense qu'on ne peut pas faire d'expérimentation, enfin si peut-être on peut, mais de faire 100%, c'est-à-dire que nous, on était un lieu de formation de l'université. Donc on avait même à demeure un master, c'était un master en infocom, donc on avait même licence master, et c'était leur lieu de formation principal. Et eux, ils bénéficiaient des innovations, et tous les enseignants de ce master testaient des formats, du matériel, etc. Et en même temps, on accueillait des expérimentations, on accueillait d'autres enseignants. Et on formait aussi, par exemple, à l'utilisation de LMS, on formait à la pédagogie inversée, etc. Mais on accueillait en notre sein une formation. Et je pense que ce qui est important quand je dis ça, c'est qu'on n'était pas hors sol. Voilà, on faisait des choses, on s'appliquait les choses à nous-mêmes. Voilà. Ok, merci. Bien, alors on va passer la parole à Stéphane. Alors je rappelle, Stéphane est conseiller en formation continue, donc référent académique sur la FOAD, un terme qu'on utilise de moins en moins, mais qui a pourtant toutes ses lettres de noblesse, on va dire, formation ouverte à distance, je rappelle, là, pour peut-être les plus jeunes. Et puis donc au rectorat, à la DAFPIC, un du rectorat de Nice, et donc on voit ce bel écran derrière, le Lab 12.4, et donc on a hâte de savoir ce que c'est que ce Lab 12.4. Alors moi, ma première question, je le dis tout de suite, ça sera pourquoi 12.4? Et on t'écoute. Bonjour à tous, je pense que vous m'entendez. Alors, Alors un petit plus fort. plus. Oui, Allez, voilà, plus je veux fort. bien. Parfait. Super, merci. Alors, on va casser le suspense. Pourquoi le 12.4? Le 12.4, en fait, l'adresse du GIP FIPAN aujourd'hui, on est 12 boulevard René Cassin et on est au 4e étage. C'est aussi simple que ça. Donc, en fait, on voulait un lieu... Enfin, je vais vous en parler, vous allez voir. Est-ce que vous voulez qu'on commence par la petite vidéo, si vous voulez la présenter, ou est-ce qu'on démarre avec le diaporama? Ah, on peut faire la vidéo, ça pose le décor. Allez, C'est voilà, plutôt ça bien. va poser le décor. Comme ça, après, je vous explique un petit peu comment on s'y est pris pour arriver à ce premier résultat aujourd'hui. Donc je te laisse la partager, hein. Ah, c'est moi qui la partage? Ah, pardon, parce que je vais envoyer le lien, parce que j'avais pas Ah oui, préparé. alors, Je pensais que c'est vous qui la alors, présentiez. désolé pour nos auditeurs, on ne s'est pas calé sur ce petit point-là. Pardon. Hop, je peux vite la retrouver s'il y a besoin. Voilà, désolé pour ce petit contretemps, je m'en excuse, je vais pouvoir vous partager mon écran. Alors, la fenêtre. Pas trop l'habitude avec Teams, je pense que je peux vous partager mon son aussi. Et là, est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez On voit bien ton écran. De toute façon, c'est uniquement une bande musicale, hein, C'est ça, il y a une petite bande musicale là en arrière-plan. Ouais. mais on l'a. C'est OK.
Ben super, ça nous a immergés comme si nous y étions et en plus les dernières secondes nous ont fait un petit résumé de ce que Jean nous disait C'est à la fin de son exposé sur les différentes fonctions et différents avantages du Learning Lab. c'est exactement ça. Je vais vous partager le diaporama. Alors, hop. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon diaporama? C'est parfait. Alors, je vais commencer par une petite introduction. Comme vous l'aviez dit, je travaille au rectorat de Nice, à la DAFPIC. Je suis conseiller en formation continue et dans un passé, j'ai été à la fois formateur et coordonnateur d'un atelier de pédagogie personnalisée. Donc, j'ai pu voir un petit peu tous les aspects de formation, de coordination, avant de passer sur un profil de conseiller en formation continue. Et depuis maintenant quelques années, je suis devenu un peu le référent de tout ce qui est plateforme LMS, conception pédagogique. Et ce lab, comment il a été créé? On a démarré le lab au mois d'octobre 2021 avec l'arrivée d'une nouvelle équipe de direction, donc d'un nouveau directeur du GIP qui est d'AFPI, qui s'appelle Monsieur Emmanuel Didier, qui nous a réunis en comité restreint. Grosso modo, 4 personnes. Il nous a posé le projet sur la table en disant: je veux un lieu original dans lequel on va pouvoir accueillir des formations, former nos personnels, que ça soit à la fois un lieu d'accueil, de détente, un lieu de réflexion, un lieu de brainstorming, autrement qu'un lieu dans lequel on a des tables assises, enfin des tables installées en U avec des chaises où tout le monde pose son PC et au bout d'un quart d'heure, tout le monde est en train de traiter ses mails. Donc, on est parti de ce prérequis de la direction, avec vraiment cette volonté de transformer un lieu. Et on s'est aperçu on était déjà un petit peu dans cette ère-là. On avait un intérêt grandissant, pour les financeurs, pour les entreprises, pour les apprenants, pour cette hybridation. En tout cas, c'est quelque chose qui est post-Covid est revenu assez fréquemment. On a de plus en plus de sollicitations de la part d'éditeurs de ressources pédagogiques. Beaucoup de gens nous contactent pour nous présenter leurs ressources. Et on n'avait pas vraiment de lieu. En tout cas, c'était des tests qui étaient faits uniquement sur la bonne volonté de certains utilisateurs, de certains formateurs. Et on n'avait pas forcément ni la capacité, ni le retour nécessaire pour pouvoir déployer à grande échelle ces ressources-là. Donc, c'était toujours un peu limitant. Et ensuite, on voulait absolument ne pas perdre toute l'expérience qui avait été engrangée par nos formateurs de manière un peu contrainte suite aux différents confinements, avec des adaptations parfois dans l'urgence pour pouvoir assurer une continuité pédagogique auprès de nos stagiaires. Donc, on joue là-dessus aussi pour leur dire aujourd'hui, on met à votre disposition un lieu dans lequel on va pouvoir vous aider, vous accompagner, vous former pour améliorer tout ça. Comment on a procédé? Donc, en 4 mois, on est parti d'une feuille blanche. On avait un espace, une salle d'environ 35 mètres carrés, qui était une salle de réunion, sur lequel, comme je vous disais, il y avait des tables en U, et puis des chaises, et puis un vidéoprojecteur au plafond, un rideau qui descend sur l'autre bout. Et voilà, et c'était assez gris. On est chacun parti dans notre côté. En une semaine, on a posé sur la table un certain nombre d'idées, de projets. Et une semaine après, on a débriefé, on est parti sur une orientation avec un lieu sur lequel on voulait absolument un lieu modulaire, c'est-à-dire un lieu qui se transforme. Donc, vous parliez tout à l'heure de cloisons amovibles. Nous, on est sur ce système-là. En fait, le lab en tant que tel fait 35 mètres carrés, mais on a la capacité d'ouvrir sur une aile, 2 salles supplémentaires pour accueillir vraiment un très grand espace. On va pratiquement dépasser les 100 mètres carrés. Mais bon, la plupart du temps, le lab est cloisonné, hein. Mais en tout cas, on a cette capacité d'extension possible. En termes de mobilier, pareil, hein, on est parti sur des choses un petit peu originales. On avait regardé beaucoup de choses qui ressemblent un petit peu aux images qui ont été présentées dans le diaporama précédent, avec un lieu sur lequel il y a de la lumière, des couleurs, voilà, des lieux complètement inhabituels pour nous. Et
Notre direction ne nous a pas imposé de budget, c'est-à-dire qu'on est allé au bout de nos idées et au fur et à mesure, on regardait si c'était viable d'acquérir tel ou tel matériel ou tel élément de mobilier. Mais on ne s'est pas contraint dès le départ, en tout cas notre direction ne nous a pas contraintes dès le départ à des problématiques budgétaires. Il s'avère qu'on a quand même vérifié, on a quand même regardé, hein, mais si vous voulez, on voulait vraiment quelque chose qui soit non limitant. Donc aujourd'hui, le lab, on est 2 pour l'instant. Donc on a un concepteur en digital learning, il y a moi-même qui suis en charge du développement de ce lab, et on a un appui qui est de 3 personnes au service communication du GIP qui utilisent aussi ce lab pour toutes ses productions en termes de com. Au jour d'aujourd'hui, il y a 2 destinations, hein. Le lab aujourd'hui, c'est un tout petit studio de production. Donc on a du matériel, on a voilà, la caméra, le prompteur, l'écran vert, on a la borne de montage, on a tout ce qu'il faut pour faire de la production pédagogique. On a les outils, donc les logiciels auteurs qui nous permettent de faire de la création. Et on oriente aussi notre lab pour la formation, le test de différentes solutions pédagogiques. Alors, on va initier les formateurs à des LMS, on va faire des rencontres avec des professionnels, des éditeurs qui viennent nous présenter une solution. On va, par exemple, faire des tests avec eux. Et hier, on a eu tout le secteur sanitaire et social des 2 Greta de notre académie qui sont venus s'initier à la réalité virtuelle avec des immersions dans leur domaine. On a donc 2 objectifs, hein, l'innovation et la création. Ce qu'on veut, c'est pouvoir accueillir du monde pour pouvoir leur faire tester des nouveaux outils. On veut aussi pouvoir créer, parce qu'aujourd'hui, des financeurs, qu'ils soient publics ou privés, aujourd'hui ont tendance à aller vers des formations qui sont hybrides, qui proposent tout ou partie en distanciel. Et si je résume, hein, on teste des méthodes et des outils, on est accompagné, on expérimente et on voit si c'est utile et transposable. Ça, c'est un petit peu la philosophie aujourd'hui de notre lab. On a cassé aussi beaucoup de préjugés par rapport à nos formateurs. On en a beaucoup qui n'avaient jamais fait la moindre immersion en 3D, qui n'étaient jamais passés devant un écran vert à faire une incrustation. Et ça se passe extrêmement bien. C'est très original. Comme vous pouvez voir sur l'écran, hein, on a accueilli des éditeurs, en l'occurrence là c'est un éditeur qui était sur Paris, qui est venu, on a eu son autorisation pour filmer sa présentation, ce qui nous a permis de la mettre à disposition d'autres utilisateurs de Greta. Et la manière dont les gens se sont disposés dans la salle, les gens ne peuvent pas ouvrir les portables, ne peuvent pas faire les mails, parce qu'ils ne sont pas dans des conditions adéquates pour le faire. Ils sont dans une position qui est à la fois très intéressante pour eux, un peu plus relax. Et généralement, les formations, comme on l'a reçu, hein, les gens nous l'ont dit, c'est un peu moins, pardonnez-moi le terme, mais un peu moins barbant parfois. Alors, les premiers résultats, nos publics principalement, ce sont donc les équipes pédagogiques des Greta et du GIP FIPAN, donc qui est porteur d'un CFA. On a aussi des organismes de formation externes qui nous ont sollicités pour leurs propres projets. Donc, on a des projets en cours depuis, enfin, au moins de 3 mois, on a monté quelques propositions, quelques demandes pour faire de la création. Donc, d'un côté, on a pu faire un tout petit peu d'innovation avec une expérimentation notamment d'expérience en réalité virtuelle. On a initié nos formateurs à l'utilisation de fonds verts, à créer des podcasts, parce que ça, c'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas ou pas bien ou pas du tout. Il y en a en plus, on en a qui se sont vraiment éclatés, qui se sont découverts en fait la capacité de passer devant une caméra et de pouvoir expliquer des choses d'une autre manière que ce qu'ils avaient l'habitude de faire en cours. D'un point de vue accompagnement, on accueille, on est en phase de lancement, hein, ça fait moins de 3 mois que nous existons, donc ce lab, aujourd'hui, on fait beaucoup de visites, on fait beaucoup de présentations auprès de nombreux personnels, hein, qu'ils soient administratifs, enseignants ou les équipes de direction. Et surtout, on présente, on fait tester un certain nombre de ressources qui ont été soit achetées, soit conçues par le lab. Et on a le dernier volet, qui est le volet de création, où on a utilisé le lab aujourd'hui pour faire des vidéos de présentation comme celles que vous avez vues préalablement. On crée des tutos, notamment sur des outils qui sont utilisés en interne par nos personnels.
On a commencé à lancer certains podcasts. On est équipé, comme je vous l'avais dit, hein, d'un outil de logiciel auteur qui nous permet de commencer à faire de la création, ce qui était aujourd'hui, enfin, qui est une vraie victoire pour nous euh, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on avait toujours eu tendance à avoir des projets qui étaient portés par une toute petite équipe pédagogique, mais qui n'avaient pas les compétences techniques. Et donc, nous, on devient un peu cet opposé à la pédagogie. On a les pédagogues qui font de la pédagogie et on a les techniciens qui font de la technique. Et ça, c'était fondamental aujourd'hui parce que sinon, on n'avançait pas dans nos projets. On avait des résultats qui étaient trop médiocres. Et on a utilisé le lab pour faire des supports de communication. On a testé plein d'applications hyper intéressantes hein, pour communiquer, pour tester, voilà, tout ce qui était nécessaire. Quelles difficultés on a rencontrées? Beaucoup de craintes, les gens regardaient ça en se disant est-ce que j'ai bien le droit d'y aller par exemple? C'était un peu sanctuarisé. Donc en fait, on a très vite levé les freins en faisant un petit circuit. En fait, quand on accueille des formateurs, on leur fait faire un tout petit circuit d'utilisation des outils qui sont mis à disposition du lab. On a un très grand écran tactile qui permet de faire défiler comme une grande tablette en fait, hein, sur lequel on peut projeter un cours et on peut animer un cours. On fait passer les formateurs devant un fond vert et on leur propose une incrustation dans le domaine d'activité dans lequel ils sont. On leur fait utiliser le studio d'enregistrement pour pouvoir faire des podcasts. Donc, on essaye de les faire, voilà, de les impliquer et de leur montrer que c'est pas si compliqué que ça à partir du moment où ils ont un bon accompagnement avec eux. Les difficultés aussi qu'on a eues, c'était pour certains, une difficulté à se projeter dans un projet de création. On est quand même sur du traditionnel, les cours qui ont été faits et les progressions pédagogiques qui ont été réalisées, les progressions pédagogiques, elles sont faites d'un certain ordre pour faire du face-à-face et on a beaucoup de mal à transposer cette modalité en hybride. Et il fallait aussi beaucoup les rassurer, surtout en leur disant que pour l'instant, notre objectif, ça n'était pas de faire des immenses formations tout à distance avec plus du tout besoin de formateurs, ce qui est complètement une hérésie. On était vraiment dans une logique où on va créer des tout petits modules de 20 minutes, d'une demi-heure, d'une heure, pour commencer à amorcer ces projets-là. On s'est rendu compte aussi que les formateurs avaient besoin de beaucoup de méthodologie, d'ingénierie pédagogique et d'accompagnement. Donc notre axe aujourd'hui, c'est on a les formateurs à gauche donc, qui produisent de l'enseignement. On a les concepteurs avec le lab qui leur permet de produire. Et l'interface aujourd'hui sur laquelle on s'attache, c'est l'ingénierie pédagogique, avec la nécessité d'être ce pendant, ces échanges multiples entre le lab et les pédagogues. Les enjeux qui sont à venir, alors vous le savez, nous n'avons que 3 mois d'activité, on est tout récent, hein, ça fait que 3 mois que le lab existe. On a déjà beaucoup de sollicitations dans le réseau. On a été sollicité pour créer des MOOC dans le cadre de projets européens. On est aussi sollicité pour des développements de ressources pédagogiques digitalisées, notamment sur les virus. Donc, alors pas les virus informatiques, hein, les virus de type Covid. Et là, on va avoir des ressources à créer là-dessus. On a des formateurs qui s'impliquent avec des projets qui sont portés par les directions des Greta. On va tester alors des innovations, j'ai mis ça entre guillemets, hein, parce que pour nous, de là où on partait, aujourd'hui, ça reste vraiment de l'innovation, c'est-à-dire de l'accompagnement de formateurs sur des choses complètement nouvelles. Donc notamment la réalité virtuelle, on s'intéresse beaucoup à cet aspect-là. Et donc on est en train de tester pas mal de ressources à ce sujet. À la fois, par exemple, hein, la mise en sécurité d'une habilitation, enfin, d'un compteur électrique en électricité dans le cadre d'habilitation électrique. On a des tests sur la relation au patient dans un EHPAD. Toutes ces petites choses-là qui permettent de changer le quotidien d'un cours. On s'attache aussi à faire on a été sollicité, hein, je vous l'ai dit, pour créer des vidéos pour des organismes de formation. Et on essaye le plus possible de faire de l'accompagnement sur l'ingénierie pédagogique dans l'articulation de nos formations hybrides. On essaie d'accompagner les formateurs en essayant de développer une petite méthodologie pour leur permettre de transposer le cours qu'ils ont l'habitude de faire en face à face en
en cours à distance. Voilà. Je crois que j'ai dû quitter le partage et ça devrait Oui, être tout bon. tout à fait. Merci, merci Stéphane pour la présentation sur à la fois un petit peu la genèse de ce lab 12.4 et puis les premiers retours d'expérience, puisque effectivement c'est tout jeune, mais on voit qu'il y a déjà beaucoup de projets, beaucoup de sollicitations derrière. Moi, ce que j'ai entre autres retenu, c'est qu'on peut faire un Learning Lab avec une bonne vieille salle de réunion de 35 mètres carrés. Hein, on n'a pas besoin d'avoir, ça répond à ma question de tout à l'heure que je posais à Jean. Alors même si vous avez prévu des extensions et la possibilité d'investir des salles contiguës, on peut démarrer dans une salle classique, hein, parce que 35 mètres carrés, c'est effectivement grosso modo la salle de cours classique d'un établissement. Par contre, moi, ma question, vous avez évoqué les entreprises à un moment donné. Qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que vous envisagez d'aller vers effectivement les entreprises, ou que les entreprises plus exactement puissent venir dans votre lab, ou est-ce qu'il y a déjà des entreprises autres que des organismes de formation? Parce qu'on a bien compris qu'il y avait des organismes de formation extérieurs au réseau des Greta qui pouvaient venir et qui viennent déjà vous solliciter. Quel est ou quel serait ce rapport avec les entreprises? Alors, le lieu, il peut permettre aussi d'accueillir pour des formations pour des entreprises dans un lieu qui soit un peu plus original. On a des entreprises qui ne sont pas forcément de grande dimension et qui n'ont pas forcément des locaux adaptés, mais on pourrait recevoir des entreprises avec tout le matériel nécessaire permettant on leur laisse la place, c'est-à-dire on n'intervient pas à nous, hein, c'est-à-dire on leur met à disposition le lieu et ils pourraient accueillir leurs salariés et éventuellement procéder à des formations en interne pour eux. D'accord, ok. Jean, tu voulais réagir peut-être par rapport à ça, justement? Mais sur ce point, c'est important parce que, alors nous, c'était pareil, et c'est aussi ce qui nous avait permis de nous regrouper avec d'autres labs. On s'était rendu compte à la création du réseau des Learning Labs qu'il y avait pas mal de labs qui avaient aussi cette démarche d'ouverture vers l'entreprise, ce qui n'était pas forcément évident par rapport à leur culture institutionnelle. Mais pourquoi? Parce que, un, comme le disait Stéphane, c'était aussi un lieu de formation intéressant pour elles. Deux, parce que on développait aussi un axe de formation continue. Et trois, parce que, et ça fait un peu le lien avec le prochain thème du webinaire avec la région Normandie sur les tiers-lieux, c'est que quelque part, ces Learning Labs, c'est un peu des tiers-lieux d'apprentissage. Et le tiers-lieu, par définition, il est assez ouvert, quoi. Il est assez ouvert à pas mal de choses. Et donc, se fermer de cette richesse de l'entreprise à plein de niveaux, ça aurait été un peu bête. Donc voilà, je recoupe ce que dit Stéphane. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres... je vois qu'il est 14h01, mais on a peut-être le temps de prendre une question. Ou Hélène, peut-être une réaction, toi aussi, de ton côté, une question à nos Oui, intervenants? oui, une question sur est-ce que vous avez pensé à un espace virtuel aussi? Ce lab, est-ce qu'il va être aussi animé à distance ou est-ce que vous avez prévu une animation? Alors non, en revanche, on sait qu'on travaille en région académique, c'est-à-dire que l'Académie de Nice, elle est avec l'Académie d'Aix-Marseille, et que bien évidemment, dans le cadre de cette région académique, on a présenté ce lab à de multiples utilisateurs potentiels, et peut-être que le lab 12.4 va faire des bébés bientôt, à la fois dans le Var et peut-être un peu plus loin dans les Bouches-du-Rhône, par exemple. Donc en fait, nous, on serait honorés de voir notre petit modèle pouvoir se démultiplier pour notre réseau. Ça serait autant de possibilités d'échange et de partage. Nous, si on peut les aider là-dessus, on le fait volontiers. Mais pas de mode virtuel pour l'instant. Ok. D'accord. Jean, tu avais une question, une remarque, si tu Oui, veux. d'abord Stéphane, je suis aussi un ancien du réseau des Eh APP. oui, je connais bien. Voilà, donc plaisir de recroiser des collègues. Et dans ce que j'entends de ce que tu disais, est-ce que le lab n'est pas un espace pour travailler sur l'évolution des pratiques des formateurs et des formatrices d'abord? On aimerait bien les amener en fait, pour vous donner un exemple, hier, on a accueilli donc 2 secteurs sanitaires et sociaux du Var et des Alpes-Maritimes.
donc avec des équipes pédagogiques, des administratifs, des formateurs. On leur a fait une présentation. Alors, je ne m'embarque pas dans des grands monologues. Je leur montre ce qu'on fait, le module qu'on a produit, et quasi instantanément, les idées, elles fusent dans tous les sens. Ah oui, mais moi, il faudrait qu'on voit ça. Et tout de suite, ça se met à bouillonner. C'est extra pour moi. Enfin, moi, j'adore ça, de voir les gens réagir sous cette forme-là. C'est passionnant. Ils s'interrogent de fait sur comment je peux faire pour adapter ça à mon enseignement. Donc, en fait, on doit aussi forcément les aider en leur proposant des pistes de réflexion sur comment ils peuvent utiliser, alors soit sous la forme de demi-groupe, soit sous la forme d'une auto-formation accompagnée, soit sous la forme d'une hybridation avec du mentorat. Il existe tellement de solutions possibles et donc là, on a déjà des demandes à ce niveau-là d'accompagnement. D'accord. Jean, tu voulais... Non, j'avais vu ta main levée, pardon. J'ai baissé la main, justement. Tu as baissé la main, excuse-moi. Non, mais c'est vrai que moi aussi, je partage. J'ai vraiment l'impression que c'est un levier fort pour faire évoluer les pratiques de formation. En fait, ouais, je me dis que pour faciliter l'innovation pédagogique et en tout cas, ouais, c'est ce que j'ai un peu perçu, en tout cas dans votre présentation. Et ce qui renforce ce que Jean nous disait tout à l'heure sur on va dire l'environnement dans lequel on est et l'impact de cet environnement sur effectivement justement ces changements de pratiques pédagogiques et donc ces lieux inspirants et si ce n'est inspirant, favorisant ou dynamisant effectivement ces changements-là. Mm. Après, oui. je voulais juste dire, c'est quand même des lieux, ça rebondit sur la remarque sur les entreprises, c'est des lieux d'ouverture, de brassage. Parce que ne faut pas confondre avec, entre guillemets, un lieu de R&D pédagogique je sais pas, du ministère où il y aurait des chercheurs en éducation c'est vraiment différent. D'abord, c'est de la pratique. Nous, on avait un master, c'était ouvert aux entreprises, tout le monde pouvait rentrer. On s'était donné une règle, c'est que dès que quelqu'un franchissait la porte, c'était comme chez Leroy Merlin, on s'arrêtait de faire ce qu'on faisait et on parlait avec les gens. Et on accueillait, on écoutait, on voulait vraiment être un lieu convivial. Nous, il y avait un petit bar et tout. Enfin, c'était vraiment des lieux de vie. Pour ça, je parlais tout à l'heure de tiers-lieux, d'apprentissage. Et il y avait aussi toute cette philosophie. C'était vraiment des lieux ouverts et de brassage. Enfin, en tout cas, et c'était un point commun dans le réseau des labs. Super. Merci à l'un et l'autre. Et puis, justement, Jean nous tend la perche, Hélène, pour une transition pour la suite de notre parcours sur les nouveaux espaces d'apprentissage qui se poursuit donc le mois prochain. Voilà, tout à fait, le 23 juin avec un webinaire. Et puis, j'en ai parlé un peu en début de webinaire. Je vais vous mettre en tout cas dans l'espace commentaire. Vous avez la possibilité la région peut vous accompagner en tout cas financièrement en partie, certaines parties, pour monter ce genre de projet au sein de votre structure. Donc, je vous mets le lien vers le dispositif. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Voilà, et puis donc, entre les deux, j'ai presque envie de dire, entre le moment où vous montrez votre projet et puis le prochain webinaire sur les tiers-lieux, hein, qui vous permettra de voir d'autres formes ou d'autres approches. Donc au mois de septembre, l'occasion effectivement, alors peut-être pas de créer, mais tout du moins d'imaginer sur le papier dans un premier temps, comment créer votre nouvel espace d'apprentissage dans votre organisme de formation ou à côté. Voilà, l'imagination sera au pouvoir ce jour-là pour effectivement imaginer de nouvelles choses et peut-être préfigurer un petit peu ce que pourrait être un projet qui, dans ce cas-là, pourrait être soumis, comme Hélène vient de nous l'indiquer, à la région pour être accompagné financièrement. Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais on n'a plus le temps de le faire, mais on a bien compris qu'il y a un minimum d'investissement, hein, même si on fait dans les locaux existants. On voit bien que voilà, ce ne sont plus les tables et les chaises que vous aviez avant dans vos salles. Donc, il y a aussi cette question de comment financer la transformation des lieux d'apprentissage.
Alors, petite question, comment fait-on pour, s'inscrire? Je vais débloquer la situation sur le site internet. Nous n'avons pas encore, en plus déterminé le lieu où se passera l'atelier, donc je vais ouvrir les inscriptions et puis on vous tiendra, au courant en fonction du lieu, choisi, mais peut-être que ça sera aussi déterminant pour vous pour, participer à l'atelier. On va, y travailler avec, Jean-Luc et puis on vous informe dès que les inscriptions sont ouvertes. Voilà. Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup pour votre participation. Merci à Stéphane, merci à Jean pour les échanges. Et puis, donc, on vous retrouve, bah, j'espère, aussi nombreux le mois prochain pour parler des tiers-lieux. Et puis, en attendant, bah, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Salut Jean, à bientôt.